Moi, j'ai longtemps cru que la franc-maçonnerie était un réseau puissant, mais plutôt déclinant, parce que un peu XXe siècle. Or, il se trouve qu'il y a de plus en plus de francs-maçons, il y a de plus en plus de candidats pour entrer en franc-maçonnerie, d'une part. Et deuxièmement, le poids du secret d'appartenance fait que ce réseau ne ressemble à aucun autre. Un certain nombre d'acteurs sont dans une logique d'entraide ou d'exclusion des non-maçons qui est quand même pas tout à fait conforme, je dirais, aux règles de déontologie actuelles. Où sont-ils le plus influents au sein de l'appareil d'État? Au sein de l'appareil d'État, c'est clairement dans le secteur de la justice et de la police que les francs-maçons sont très implantés depuis très longtemps. Vous avez grosso modo un commissaire de police sur 4 qui est franc-maçon. À l'échelon au-dessus, celui de contrôleur général, on peut multiplier par 2, on est à peu près à la moitié. Chez les magistrats, on est dans des proportions un peu plus faibles. Rendre la justice fait l'objet d'une prestation de serment. Quand vous devenez magistrat, vous prêtez serment. Lequel des deux serments, si vous êtes maçon, l'emporte sur l'autre au moment de juger? Le débat sur la laïcité, à la suite des déclarations de Nicolas Sarkozy il y a un peu plus d'un an, a beaucoup rebondi du fait des francs-maçons qui ont en quelque sorte recadré les choses, et qui l'ont fait à la fois de manière publique et de manière un peu plus, je dirais, souterraine pour la bonne cause, puisque les francs-maçons, au nom de la libre pensée, sont... un certain nombre d'entre eux, au moins, sont très attachés à la laïcité. Même chose pour l'amendement sur les tests ADN. Il y a quand même eu le réseau maçon, notamment à l'Assemblée et au Sénat, qui s'est mis en branle pour contrer cet amendement. Il y a tout ce qui concerne d'abord les nominations, les préservations des fiefs. Par exemple, EDF, qui est un grand fief maçon, a fait l'objet d'une bataille maçonnique énorme au moment du renouvellement de son président. On peut essayer effectivement de pousser quelqu'un, par exemple à la présidence d'EDF, pour essayer ensuite de bâtir une stratégie industrielle avec d'autres groupes où les francs-maçons sont bien implantés. Il est notoire, par exemple, que c'est le cas dans les compagnies des eaux, comme celles qu'on connaît en France et qui ont un certain poids. Si dans la même loge, il y a un responsable de collectivité locale d'un côté et puis un marchand de bennes à ordures de l'autre, ça va créer des liens. Alors, quand est-ce que ça arrête d'être voilà, de l'échange de bons procédés pour devenir de l'affairisme? Quand on commence à contourner un peu les règles de marché public, et c'est obligatoire qu'à partir du moment où il y a encore une fois, c'est serment de solidarité, et on est tendance plutôt à privilégier le copain de loge plutôt qu'un autre. Il a grandi politiquement dans les Hauts-de-Seine, qui sont une sorte de vivier maçonnique considérable. Et donc, il a, pendant toutes les étapes de sa carrière, en commençant par le début avec Achille Péretti, qui était franc-maçon et qui était donc le précédent maire de Neuilly, qui l'a vraiment mis en piste, il a toujours été entouré de francs-maçons. Je ne crois pas qu'il soit manipulé par les francs-maçons, mais par contre, effectivement, qu'il s'en serve, comme à mon avis tous les responsables politiques l'ont fait avant lui, bien évidemment. Il y a 2 ans, Sarkozy est encore ministre de l'Intérieur, et quand il s'adresse aux syndicalistes policiers, qu'il veut câliner comme tout bon ministre de l'Intérieur qui se respecte, eh bien, il signe avec 3 points. Alors, j'ai vu les lettres, ça ne peut pas être la plume qui a un peu dérapé, voilà, c'est évident que c'est le cas. Est-ce que ces syndicalistes qui sont dans leur immense majorité francs-maçons sont dupes et pensent que Sarkozy est maçon? Non, mais enfin, c'est un petit signe d'affection qui était plutôt bien perçu, quoi.